Alors, on voit cette augmentation fulgurante à partir du 18e, 19e siècle. Mais si on regarde ce qui s'est passé, parce qu'on ne voit pas bien ce qui se passe historiquement, parce qu'évidemment le trait semble plat, on a ce second graphique où on a cette fois l'évolution historique de la population humaine. Alors, dans ce qu'on appelle une échelle logarithmique, autrement dit, on a un peu étiré pour voir un peu ce qui se passait depuis 65 000 ans. Et on voit très bien que la population humaine, qui faisait à peu près 500 000 personnes, ce qui n'était pas beaucoup, a fortement augmenté il y a à peu près 35 000 ans avec cette différence du paléolithique. Et puis, il y a 5-7 000 ans avec la révolution du néolithique, où la population est passée de 10 millions à peu près à 100 millions. Donc, on voit qu'il y a eu, en effet, une explosion démographique au néolithique dont on vient de parler. L'anthropocène, c'est un concept qui est entré en circulation il y a une vingtaine d'années à peu près. Il a à la base été forgé par des climatologues et les géologues qui s'intéressent aux différentes phases de l'histoire géologique de la Terre et liées aux transformations notamment climatiques, pas seulement. L'Anthropocène, c'est la période durant laquelle l'humanité commence à laisser une empreinte très marquante, y compris au niveau des sédiments. C'est-à-dire que même au niveau géologique, l'activité humaine commence à laisser des traces importantes. Du point de vue plus historique, c'est une période qui correspond au moment où l'humanité commence à agir sur la nature, sur l'environnement d'une façon décuplée, d'une manière vraiment beaucoup plus importante qu'avant. Du point de vue de l'histoire humaine, du point de vue social, disons, la date qui est la plus marquante, la plus signifiante pour l'entrée dans l'Anthropocène, c'est la révolution industrielle. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque ? Alors, si on veut résumer en un mot, on peut dire que tout change. Tout change à cette époque. C'est-à-dire que toutes les conditions de vie, de travail, de production de l'humanité changent à partir de la révolution industrielle. Toutes les courbes qui jusque-là sont... Alors, elles sont pas stationnaires, hein. Elles montent parfois plus ou moins. Évidemment, elles commencent à monter plus à partir de la révolution néolithique, mais en fait, si on fait une vraie échelle, ça sera quand même des courbes qui restera des pâquerettes. Ces courbes s'envolent vraiment de façon exponentielle à partir de la révolution industrielle. Et pourquoi elles s'envolent de façon exponentielle à ce moment-là ? Parce que l'humanité commence à recourir d'une manière massive à l'énergie, aux sources d'énergie fossiles. Donc ce changement va impulser toute une série de transformations physiques de notre monde, de transformations matérielles, qui nous donnent aujourd'hui des sociétés avec une infrastructure technologique et économique qui permettent de se décharger d'un grand nombre de travaux sur ces machines qui sont infiniment plus puissantes que ce qu'un homme, aussi fort soit-il, pouvait l'être auparavant. Alors pourquoi est-ce que ces changements sont importants pour les femmes ? Parce que ces changements affectent tout le monde. Ce sont des transformations qui affectent l'humanité dans son ensemble. La qualité de vie s'améliore de façon substantielle et peut-être pour la première fois de façon totalement durable et massive dans tout un ensemble de pays. C'est évident, c'est important pour tout le monde. Pourquoi est-ce que ces changements sont particulièrement importants pour les femmes ? Alors pour les femmes, elles ont plusieurs implications capitales. La première, on vient de le dire, c'est la dévaluation totale de la force physique. C'est-à-dire que la force physique qui était importante pour la division sexuelle du travail, notamment dans les travaux agricoles, cette force physique devient de moins en moins importante du moment que des machines assurent la plupart des tâches les plus physiquement pénibles. La deuxième conséquence, c'est que, donc j'ai parlé de l'infrastructure technologique de nos sociétés, c'est que progressivement, à partir de la révolution industrielle, toute une série de tâches qui avant étaient des tâches domestiques, qui étaient faites à l'intérieur de chaque foyer, peuvent être externalisées à la faveur d'une division du travail croissante. La division du travail augmente prodigieusement au moment de la révolution industrielle. Donc toutes les tâches qui avant échoyaient surtout aux femmes d'ailleurs, parce que c'était elles qui, du fait de la division du travail justement, restaient plutôt au foyer, eh bien maintenant elles sont faites à l'extérieur. On ne coud plus ses vêtements à la main forcément à la maison. Pour se nourrir, on n'a pas besoin, comme dans toutes les sociétés agricoles, de faire pousser ses légumes, d'aller ramasser la salade dans le jardin, de les stocker quelque part, de les préparer dans des conditions complètement rudimentaires où on n'a pas non plus de four, n'est-ce pas, un micro-ondes ni de plaque. On n'a plus besoin de laver son linge à la main dans la rivière. On n'a plus besoin d'aller chercher de l'eau au puits et de l'extraire du sol. L'eau commence à arriver dans les immeubles puis dans les maisons, etc. On ne se rend pas compte
aujourd'hui de l'économie de temps que ça représente. Et il se trouve que, comme ces activités étaient essentiellement faites par des femmes, de l'économie de temps que ça représente pour les femmes. C'est-à-dire que d'un coup, des pans entiers de temps commencent à devenir vacants. Les femmes peuvent commencer à les occuper par autre chose. Donc ça, c'est une donnée fondamentale. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut comprendre que toutes ces facilités sont assurées par leur production industrielle. C'est-à-dire que quelque part, pas sous nos yeux, mais là où les usines sont stationnées, il y a des constructions en acier et en béton dans lesquelles il y a des tas d'autres machines beaucoup plus grandes qui travaillent, sur lesquelles des hommes travaillent pour produire ces machines. Quelque part, on extrait l'énergie du sol, on l'achemine dans des grands gazoducs, oléoducs ou autrement. Cette énergie alimente des circuits électriques qui ont également dû être construits. Et une fois qu'ils sont construits, l'énergie circule partout et arrive jusqu'à nos maisons. C'est bien qu'en arrivant chez nous, on tourne l'interrupteur, la maison s'éclaire, on appuie sur un bouton et la nourriture se réchauffe. Toute cette infrastructure technologique sur laquelle nous vivons, qui nous paraît complètement normale parce qu'on est dedans, on meurt dedans, on passe notre vie dedans du matin au soir, elle n'a rien de naturel. Toute l'histoire de l'humanité s'est passée sans. Donc tout ce qui aujourd'hui est assuré par le travail quotidien incessant de cette infrastructure, avant été assuré par chacun d'entre nous dans son foyer. Donc cette libération incroyable du temps et de l'énergie pour les femmes est pour moi une des conséquences fondamentales de ce processus. En même temps, c'est le moment où le capitalisme industriel se met en place et sa dynamique s'enclenche. Et qu'est-ce qui se passe avec le capitalisme industriel ? Eh bien, le capitalisme industriel a besoin de bras. Ça, c'est en fait, tous les historiens de cette période le savent, c'est un moment où les ouvriers des manufactures ne suffisent plus et on commence à tirer des tas de populations vers les villes, vers les usines, des populations qui avant faisaient tout à fait autre chose. C'est le grand exode rural, donc on tire les paysans des campagnes, mais on va aussi mettre au travail des femmes qui, ça tombe bien, sont beaucoup plus disponibles, et on va même mettre au travail les enfants. Les enfants, on va revenir dessus, mais les femmes, ça va être une espèce d'effet cliquet. Elles ne sont pas toutes en train de travailler à l'extérieur, mais certaines travaillent. Et ça va être le premier, le coin qu'elles vont mettre dans la porte. Pas du tout de façon consciente, comme une action collective ou quoi. Juste par le seul fait de commencer à participer dans le monde du travail, plus ou moins à l'égal des hommes. Alors pas à l'égal parce que leur salaire n'est pas égal, mais n'empêche que elles vont commencer à devenir des exploités comme les autres. C'est une grande question, est-ce que c'est une vraie émancipation ou pas, mais ça c'est une question qu'on peut aborder ultérieurement. La dernière chose qui libère du temps des femmes, et elle est fondamentale, c'est pour ça que je la réserve pour la fin, c'est cette fameuse baisse de la mortalité infantile. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de la mortalité infantile haute comme verrou qui empêche les femmes à avoir peu d'enfants. Quand la mortalité infantile commence à baisser, les enfants arrêtent de mourir progressivement, mais en fait très rapidement, encore une fois à l'échelle historique. C'est pour moi aussi un renversement anthropologique majeur. C'est-à-dire qu'une société dans laquelle les enfants meurent, un enfant qui naît est un enfant qui va naître, qui va vivre ou peut-être mourir. Et probablement, il y a une chance sur deux de mourir. Donc, ce n'est pas du tout la même société que celle où les enfants qui naissent vont vivre, sauf accident, sauf tragédie particulière. Aujourd'hui, avec la mortalité infantile qu'on a dans les sociétés occidentales, un enfant qui naît est un enfant qui vivra.